Après avoir décrit le comportement des poutres, nous allons maintenant aborder le comportement et le dimensionnement des poteaux. Le comportement des poteaux est dicté par leur élancement, c'est-à-dire par le rapport entre leur longueur L et leur largeur B. On distingue deux types de poteaux. Tout d'abord, les poteaux courts ou trapus qui possèdent un élancement, c'est-à-dire une valeur de L sur D faible, et ensuite les poteaux longs ou élancés qui possèdent un élancement élevé. Nous avons représenté ici schématiquement à droite de l'écran deux poteaux, un poteau court à gauche et un poteau long à droite. Ces deux types de poteaux ont des modes de rupture différents, comme nous allons le voir dans cette présentation. Et dans les bâtiments, la très grande majorité des poteaux fait partie de la catégorie des poteaux longs. Considérons tout d'abord les poteaux courts. Dans le cas des poteaux courts, la rupture survient simplement par écrasement de la matière quand la contrainte de compression qui est appliquée sur le poteau dépasse la contrainte admissible du matériau. La force de rupture P indice R est alors donnée par la relation suivante. P indice R est égal phi fois la contrainte admissible fois l'aire de section, où phi représente le coefficient de tenue du matériau. Ce coefficient est égal à 0,9 pour l'acier et le bois et 0,6 pour le béton. Et R représente l'aire de section du poteau tel qu'illustré sur le schéma à droite de l'écran. Pour les poteaux courts, on constate donc que la force de rupture dépend uniquement de l'aire de section du poteau et qu'elle n'est pas influencée par la forme de cette section, qu'on a une section carrée, rectangulaire, ronde, en forme de I, etc. Ça n'aura pas d'influence sur la résistance du poteau, c'est uniquement l'aire de section qui compte. Passons maintenant aux poteaux longs. Pour les poteaux longs, la rupture survient avant que la contrainte sur la section n'atteigne la contrainte admissible du matériau. Cette rupture est provoquée par un phénomène d'instabilité élastique appelé flambement, on utilise aussi le terme flambage, qui est initié par de petites imperfections géométriques initiales. En effet, les poteaux ne sont jamais parfaitement droits ni parfaitement alignés, comme nous avons représenté ici schématiquement sur l'illustration à droite de l'image. Cela fait en sorte que le centre de gravité de la section du poteau est toujours légèrement excentré par rapport à la charge de compression. Cette excentricité-là est représentée par la valeur de E sur les deux petites illustrations à l'écran. Donc, sur l'illustration à l'écran, on voit qu'on a une excentricité qui est due à un défaut de rectitude. Le poteau n'est pas parfaitement droit, mais il est incurvé. Et sur l'illustration de droite, on voit aussi une excentricité E, mais qui, dans ce cas-là, est provoquée par un défaut d'alignement. Le poteau n'est pas parfaitement vertical, mais il est légèrement incliné. Pour comprendre le phénomène de flambement, prenons l'exemple d'un poteau qui serait légèrement fléchi, de sorte qu'à mi-hauteur, il est excentré d'une distance E0 par rapport à la verticale. C'est ce que nous avons représenté ici sur le schéma A en bas à droite de l'écran. Cette excentricité induit des efforts de flexion dans le poteau. Les efforts de flexion, M, étant égal à la charge P fois son bras de levier E0. Ce moment de flexion produit une déformation additionnelle E1 à mi-hauteur du poteau. C'est ce qu'on voit en bas sur l'illustration B. Donc, comme il y a un moment qui s'applique sur le poteau, ce moment-là va créer une déformation additionnelle E1. Cela augmente l'excentricité du poteau par rapport à la verticale, qui est maintenant égale à E0 plus E1. C'est ce qu'on voit sur l'illustration D. Donc, on a augmenté notre excentricité du poteau. Donc, puisqu'on a augmenté l'excentricité du poteau, le moment de flexion augmente également. Donc, maintenant, notre moment de flexion va être égal à la charge P fois son excentricité, qui est égale à E0 plus E1, ce qui va également provoquer une déformation additionnelle E2. C'est ce qu'on a représenté ici sur l'illustration D en bas à droite de l'écran. On pourrait poursuivre ce raisonnement à l'infini, de sorte que la déformation finale du poteau E pourrait s'écrire comme étant E est égal à E0 plus E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5, etc. jusqu'à l'infini. En termes mathématiques, cette addition d'un nombre infini de nombres s'appelle une série. Dans certains cas, la série est dite convergente, car les termes successifs de la série diminuent de telle façon que la valeur de E va converger vers un nombre fini. Dans les autres cas, la série est dite divergente et la valeur de E augmente indéfiniment. Il existe donc une charge critique représentée par le symbole P indice CR qui distingue ces deux comportements distincts. Si la charge appliquée au poteau est inférieure à la charge critique, la série converge vers une valeur finie
et le poteau est stable. En revanche, si la charge appliquée au poteau est supérieure à la charge critique, la série diverge et le poteau est instable puisque son déplacement latéral augmente très rapidement jusqu'à la rupture. Cette rupture est soudaine et très brutale, c'est le phénomène du flambement. Pour illustrer ce phénomène-là et le côté très brutal de la rupture, on a donné ici à l'écran une vidéo qui a été produite par Robin Zizik sur YouTube. Donc, si on regarde cette vidéo, on voit qu'on a une canette en aluminium. Et on montre ici que la canette d'aluminium n'a pas de défaut géométrique, là, elle est droite. Donc la paroi de la canette est très mince, ça se comporte comme un poteau long. Donc on voit qu'on va monter ici sur la canette et que la canette est capable de supporter le poids de la personne. Maintenant, on va imposer une légère déformation à la canette avec son index et son pouce. La personne va venir ici déformer la canette. À ce moment-là, on s'aperçoit que la canette n'est plus capable de supporter le poids de la personne et que lorsqu'on veut ajouter du poids sur la canette, la rupture est extrêmement brutale. Donc, c'est le même phénomène qu'on va observer dans les structures. Donc, on veut toujours que la charge maximale qui soit appliquée sur le poteau demeure inférieure à la charge critique. La figure à gauche de l'écran nous montre un poteau en acier après une rupture par flambement. Donc, on voit que le poteau a subi une déformation latérale importante. On voit aussi les barres d'armature dans le mur en béton armé. Puis on sent que cette rupture-là a été brutale. Puis en fait, on a eu un déplacement important jusqu'à temps que le béton armé puisse contenir la déformation latérale du poteau en acier. À droite, on a un autre exemple d'essai de flambement laboratoire. Donc, on voit en haut à droite de l'écran un essai en laboratoire où on a un petit élément métallique qu'on vient mettre sous une presse. Donc, on voit bien la rupture ici par flambement. En bas, on voit aussi un autre essai de laboratoire. On voit à droite un profilé tubulaire, un profilé HSS, et à gauche, le même profilé après qu'il ait été soumis à un essai de flambement. Donc, on voit bien la rupture de flambement, que tout le profilé s'est écrasé, un peu comme la canette d'aluminium que l'on voyait précédemment. La photo à l'écran montre un autre exemple de rupture par flambement d'un poteau en acier. Donc, on sent bien ici que la rupture a été assez brutale. Comme dernier exemple, les trois photos reproduites ici à l'écran nous montrent des exemples de rupture par flambement sur des poteaux en béton armé. Donc, si on regarde la photographie à gauche de l'écran, on voit que le béton a complètement explosé lors de la rupture et qu'il ne reste que les barres d'armature qui retiennent les morceaux. On a la même chose sur l'image d'en haut à droite de l'écran. On voit que la rupture a été très brutale, que le béton a complètement explosé là, et a été expulsé. Donc, il ne reste à peu près que les barres d'armature là, pour retenir les quelques morceaux de béton restants. Et en bas à droite, on voit bien sur une colonne de grande dimension là, qui a été amenée à la rupture. On sent bien sur cette photo-là que la rupture a été extrêmement brutale et que la colonne est entièrement détruite. La charge critique est définie par rapport à un poteau qui serait rotulé à ses deux extrémités et retenu latéralement, tel qu'illustré ici sur la figure de droite. Cette charge est égale à pi carré fois EI divisé par L carré, où E représente le module élastique du matériau, I le moment d'inertie de la section et L la longueur du poteau. On pourrait aussi calculer la contrainte critique, c'est-à-dire la contrainte qui est générée à l'intérieur du matériau au moment où la charge atteint la charge critique. À ce moment-là, on aurait simplement à diviser la charge critique par l'air pour obtenir la contrainte critique. Donc, la contrainte critique, si on reprend l'équation de la charge critique, serait égale à pi carré EI divisé par AL au carré. On pourrait réarranger ces termes-là de façon à exprimer la contrainte critique telle qu'on a ici en bas à gauche de l'écran dans l'encadré jaune. Donc, on a que la contrainte critique
est égal à pi carré fois E divisé par L divisé par R au carré. Ou dans cette équation, R est égal à la racine carrée de I sur A, le moment d'inertie divisé par l'air, et c'est ce qu'on va appeler le rayon de gyration de la section. Donc le rayon de gyration de la section, c'est une propriété géométrique de la section, et la valeur de L sur R va être ce qu'on va appeler l'élancement du poteau. Donc, on s'aperçoit que la contrainte critique va être fonction des propriétés du matériau, E, mais va être également fonction des propriétés géométriques du poteau. D'une part, sa longueur L, et d'autre part, son rayon de gyration, qui est fonction de la forme de sa section. Maintenant, si on trace la valeur de la contrainte critique en fonction de l'élancement du poteau, on a reproduit ça ici à l'écran pour un acier doux de charpente courant, dont la contrainte admissible en compression est égale à 350 MPa. Bien évidemment, la contrainte à l'intérieur du poteau ne pourra pas dépasser la contrainte admissible. Donc, on a ici, on voit bien ici la distinction entre les poteaux courts et les poteaux longs. Donc, quand l'élancement L sur R est petit, dans ce cas-là, quand il est inférieur à environ 80, on a un poteau court et la contrainte de rupture va être égale à la contrainte admissible du matériau. Lorsque l'élancement L sur R est plus grand, on s'aperçoit que la valeur de la contrainte critique va diminuer de façon exponentielle, et c'est cette contrainte critique qui va déterminer la résistance à la compression du poteau. Nous devons maintenant introduire le coefficient de retenue aux extrémités du poteau que nous allons représenter par la lettre K. Nous avons vu précédemment que la charge critique a été calculée en supposant que notre poteau est rotulé aux deux extrémités et qu'il ne subit pas de déplacement latéral. C'est les hypothèses de base qui ont été admises pour calculer la valeur de P critique. Dans le cas où le poteau n'est pas rotulé à ses deux extrémités ou qu'il n'est pas retenu latéralement, la longueur du poteau doit donc être multipliée par un coefficient de retenue K afin d'obtenir une longueur de flambement équivalente qu'on va désigner par le symbole L indice E, qui tient compte de la déformation du poteau pour différentes conditions de retenue à ses extrémités. Par exemple, ici à l'écran, nous avons représenté sur le schéma de gauche, là, le schéma A, un poteau qui serait encastré à sa base et qui serait libre à son sommet. Donc, si ce poteau-là supporte une charge de compression B, au moment de la rupture, la déformation, le poteau va se déformer pour adopter le profil de déformation qui est illustré ici à l'écran là, sur la figure A. Donc, on s'aperçoit que si on prolonge avec la ligne pointillée la déformation du poteau, notre poteau va subir exactement la même déformation qu'un poteau qui serait 2 fois plus long, donc qui aurait une longueur équivalente égale à 2L, et qui serait rotulé à ses deux extrémités sans pouvoir se déplacer latéralement. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici par l'illustration B à droite complètement de l'écran. Donc, on s'aperçoit que la déformation de notre poteau réel, l'illustration A, est la même que la déformation d'un poteau équivalent qui serait 2 fois plus long, mais qui serait rotulé à ses extrémités sans déplacement latéral, ce qu'on a représenté sur la figure de droite. Ça signifie que dans ce cas-là, la valeur de K est égale à 2. Donc, dans tous les cas, l'élancement, on a dit dans l'équation précédente que l'élancement est égal à K, est égal à L sur R. Ici, on va corriger légèrement, on va dire que l'élancement est égal à KL sur R, où K, le coefficient de retenue, bien, permet de prendre en compte les conditions de retenue justement aux extrémités du poteau. La figure reproduite à l'écran nous donne la valeur du coefficient de retenue K pour différentes conditions. Si on regarde l'encadré à gauche de l'écran, on a 3 conditions où on n'a pas de déplacement latéral. Donc, dans le premier cas, à l'extrême gauche, on a le cas classique du poteau qui est rotulé aux extrémités sans déplacement latéral. Donc, la valeur de K est égale à 1. On a au centre le cas où le poteau serait rotulé à une extrémité mais encastré à l'autre.
Donc pour ce cas-là, on aurait un K qui est égal à 0,7. Et finalement, on a le dernier cas à droite d'un poteau qui ne peut pas se déplacer latéralement, mais qui est encastré à ses deux extrémités. Dans ce cas-là, la valeur de K est égale à 0,5, ce qui signifie que la longueur effective de flambement est 2 fois plus courte que pour le poteau rotulé à ses extrémités. Si on regarde maintenant l'encadré de droite, on a les 3 cas où on a un déplacement latéral. Donc le premier cas, c'est celui qu'on a donné en exemple à la diapositive précédente. C'est le cas où le poteau est encastré à sa base, mais est libre de se déplacer latéralement à son sommet. Donc on a la déformation du poteau et on a la valeur de K correspondante qui est égale à 2. Le deuxième cas illustré au centre ici, c'est le cas où le poteau est rotulé à sa base. Il est encastré à son sommet. Ce serait le cas, par exemple, si on avait un assemblage rigide entre le poteau et la poutre. Mais le sommet peut se déplacer latéralement, auquel cas on a une valeur de K est égale à 2. Et finalement, on a le dernier cas. On a le cas où le poteau est encastré à ses deux extrémités, mais où il peut se déplacer latéralement. Dans ce cas-là, la valeur de K est égale à 1. On est maintenant en droit de se demander quand va-t-on considérer que le déplacement latéral du poteau est empêché. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, l'aptitude d'un poteau à se déplacer latéralement va être liée au type de contreventement qui permet au bâtiment de résister aux charges latérales qu'il sollicite. Dans les bâtiments conçus avec des contreventements en treillis, c'est le cas de la majorité des bâtiments en acier, ou bien des murs de refend, ces systèmes de contreventement-là sont très rigides, de sorte que le déplacement latéral de la tête du poteau par rapport à sa base est presque nul. C'est ce que nous avons représenté graphiquement sur l'illustration A en bas à gauche de l'écran. Donc dans ce cas-là, on va considérer que le poteau ne subit pas de déplacement latéral. En revanche, dans les bâtiments qui vont être contreventés par des cadres rigides, c'est le cas de la majorité des bâtiments en béton armé, les déplacements latéraux vont être plus grands et le joint rigide qui unit le poteau aux poutres l'empêche de pivoter librement. Donc, on va avoir une déformation qui ressemble à ce qu'on a représenté ici schématiquement en bas de l'écran sur l'illustration B. Donc, on a le cas où les poteaux sont rotulés à leur base et le cas où les poteaux sont encastrés à leur base. Mais dans les deux cas, lorsqu'on va appliquer une charge latérale, on considère que notre poteau peut se déplacer latéralement. Donc, pour résumer, lorsqu'on a un contreventement en treillis, on considère que le déplacement latéral du poteau est empêché. Et inversement, lorsqu'on a un contreventement par cadre rigide, on considère que le déplacement horizontal du poteau est permis. L'illustration ici à l'écran montre un exemple de différentes conditions de retenue aux extrémités du poteau. Donc, dans le premier exemple, l'exemple A, le poteau est rotulé aux extrémités. Le déplacement latéral n'est pas permis, mais le poteau est libre de pivoter librement à ses extrémités. Donc, c'est le cas classique où on a notre K est égal à 1. Donc, on a représenté ici la longueur équivalente de flambement qui est égale à la longueur totale du poteau. Dans le cas B, on a le cas où le poteau sera encastré aux extrémités, mais où le déplacement latéral est encore une fois empêché. Donc, dans ce cas-là, la valeur de K serait égale à 0,5 et la longueur équivalente de flambement serait égale à la moitié de la hauteur du poteau. Et finalement, on a un troisième cas qui est intéressant. On a le cas où on a notre poteau qui est retenu et rotulé à ses deux extrémités, mais qui est également retenu au centre de sa hauteur. Donc, au centre de sa hauteur, le poteau est retenu de telle sorte qu'il ne peut pas se déplacer latéralement. Donc, on ne peut pas observer une déformation comme celle qu'on voit sur l'illustration A, parce que le déplacement latéral est empêché. Donc, le poteau va adopter une déformation comme illustré à l'écran, là, la figure C, une déformation en forme de S, ce qui fait que la longueur équivalente de flambement, dans ce cas-là, va être égale à la moitié de la hauteur totale du poteau. Nous présentons ici une vidéo qui a été tournée par Sanjeev Govindji et qui est disponible sur YouTube, qui montre bien ce principe-là de coefficient de retenue aux extrémités du poteau. Cette expérience de laboratoire illustre l'influence du paramètre sur la charge de flambement d'un poteau. À droite de l'écran, on voit une tige de scie qui est rotulée à ses deux extrémités qui agit comme un poteau.
Donc, on va rajouter des billes en acier dans le bécher pour augmenter la charge jusqu'à ce qu'on atteigne la charge critique de flambement. Donc, on ajoute des billes. Et voilà, notre poteau enflammé. Donc, on voit la forme du poteau déformée, qui est la forme typique d'un poteau rotulé à ses deux extrémités. Sur la partie gauche de l'écran, on a le même poteau, mais qui est rotulé à l'extrémité supérieure et encastré à l'extrémité inférieure. Donc, on va y appliquer une charge et on va voir qu'on est capable d'augmenter la charge jusqu'au flambement. Donc, on déplace le bécher ici. Et on continue de verser des billes en acier dans le bécher jusqu'au flambement. Donc ici, on a atteint la charge de flambement. Si on voit qu'on a la charge de flambement beaucoup plus grande, et on voit la déformation typique du poteau, qui est la déformation correspondant au cas où on a un poteau encastré à sa base et rotulé à son extrémité supérieure. Lorsque la section d'un profilé n'est pas symétrique, comme par exemple dans le cas d'un profilé en forme de I, on peut définir deux axes orthogonaux. L'axe phare, qui va être désigné par la lettre X, correspond à celui qui a la plus grande résistance à la flexion, car sa rigidité I est maximale. C'est ce qu'on a reproduit sur l'illustration en haut à droite de l'écran. Donc on voit que pour un profilé en forme de I, si on impose une flexion à ce profilé-là, mais dans la direction ici illustrée à l'écran, le profilé est très rigide et peu déformable. C'est ce qu'on va appeler l'axe phare du profilé. Au contraire, l'axe faible, qui va être désigné par la lettre Y, correspond à l'axe qui offre la plus faible résistance à la flexion car sa rigidité I est minimale. C'est ce qu'on a représenté en bas à droite de l'écran sur le petit schéma. Donc, si on prend le même profilé, et on le tourne à 90 degrés et qu'on essaie de le déformer en flexion, donc on va appliquer un moment M pour le déformer en flexion. Donc, dans ce cas-là, la résistance à la flexion est moindre. La rigidité, selon cet axe-là, est inférieure. Hein. Le profilé, pour une même charge, va subir une plus grande déformation. Et c'est ce que nous allons appeler l'axe faible de la section. Donc, les axes forts et faibles font référence à la géométrie de la section. C'est une propriété géométrique des sections. Si les conditions de retenue aux extrémités d'un poteau sont les mêmes selon les deux axes orthogonaux, c'est-à-dire selon l'axe fort et l'axe faible, la rupture par flambement va forcément survenir selon l'axe faible du profilé, car c'est selon cet axe où l'élancement du poteau est le plus grand. En revanche, si les conditions de retenue sont différentes selon les deux axes orthogonaux, la rupture par flambement surviendra selon l'axe pour lequel l'élancement du poteau, c'est-à-dire la valeur de KL sur R, sera la plus grande. Donc, dans ce cas-là, on doit calculer l'élancement du poteau selon l'axe fort, ainsi que l'élancement du poteau selon l'axe faible. Et la rupture va toujours survenir selon l'axe pour lequel l'élancement du poteau est le plus grand, parce que c'est ce qui va nous donner une capacité portante inférieure. Prenons comme exemple un mur porteur dans une maison à ossature légère en bois. C'est ce que nous avons illustré ici en haut à droite de l'écran. Des entretoises sont placés à la mi-hauteur du mur pour prévenir le déplacement latéral des colombages dans l'axe du mur. En revanche, les colombages sont libres de se déplacer latéralement dans l'axe perpendiculaire au mur. Si les colombages sont des pièces de poids de 2 par 4, ceux-ci sont orientés de manière à ce que leur axe fort soit orienté perpendiculairement au mur pour être plus efficace. C'est ce qu'on a représenté dans l'illustration ici en bas à droite de l'écran. Comme les conditions de retenue du poteau sont différentes selon les deux axes orthogonaux, il possède également une valeur d'élancement différente selon ces deux mêmes axes. La rupture du poteau surviendra par flambement selon l'axe où l'élancement est le plus élevé. Sur l'image, ici à gauche de l'écran, nous avons reproduit les conditions de retenue du poteau. Donc, dans l'axe perpendiculaire au mur, le colombage est retenu à ses deux extrémités, en haut et en bas. Et dans l'axe parallèle au mur, le colombage est retenu à ses deux extrémités, mais en plus, il est retenu au centre par les entretoises. Donc, au centre, on a le cas de figure où l'élancement selon l'axe fort est plus élevé que l'élancement selon l'axe faible.
Dans ce cas-là, la rupture va survenir par flambement selon l'axe phare. Donc, on a représenté ici la déformation du poteau. Donc, le poteau va se déformer dans l'axe qui est perpendiculaire au plan du mur. À droite, on a le mode de rupture quand l'élancement selon l'axe phare est plus faible que l'élancement selon l'axe faible. Donc, dans ce cas-là, la rupture va survenir par flambement selon l'axe faible. Donc, le poteau va se déformer, mais dans le plan du mur. A priori, il ne nous est pas possible de savoir selon lequel des deux axes principaux l'élancement est plus élevé. Donc, nous allons d'abord calculer les propriétés géométriques de la section selon ces deux axes et ensuite l'élancement des poteaux selon les deux mêmes axes. Donc, on a ici à l'écran l'aire de section qui est égale à 38,89 mm, donc qui nous donne l'aire de section de 3382 mm². Le moment d'inertie selon l'axe faible, IY, va être égal à BH³ sur 12, ou dans ce cas-là, B est égal à 89 mm et H est égal à 38 mm, ce qui nous donne un moment d'inertie de 407 fois 10 à la 3 mm². Le moment d'inertie selon l'axe phare, IX, on aura la même chose, mais on va inverser les valeurs de B et de H. Dans ce cas-là, B va être égal à 38 mm et H va être égal à 89 mm, ce qui va nous donner un moment d'inertie de 2232 fois 10 à la 3 mm². Le rayon de gyration selon l'axe phare, Rx, qui va être égal à la racine carrée de Ix divisé par l'aire de section. Donc la racine carrée de 2232 fois 10 à la 3 mm² divisé par 3382 mm, ce qui nous donne un rayon de gyration de 25,7. Le rayon de gyration selon l'axe faible est donné par la racine carrée de Y sur A, donc la racine carrée de 407 fois 10 à la 3 mm² divisé par 3382 mm², ce qui nous donne 11,0 mm. L'élancement selon l'axe X est égal à KLX sur RX. Dans ce cas-là, le poteau est libre de pivoter librement par rapport à ses extrémités. Donc, la valeur de K va être égale à 1. Le poteau est retenu aussi latéralement. Donc, on va avoir 1 fois 2280 mm divisé par 25,7 mm, ce qui nous donne un élancement de 88,7. Et selon l'axe faible, notre élancement KLY sur RY va être égal toujours à 1 fois, dans ce cas-là, 1140 mm divisé par 11 mm, ce qui nous donne un élancement de 103,4. On constate donc que l'élancement est plus grand selon l'axe faible, ce qui signifie que la rupture par flambement surviendra selon cet axe. Le module élastique du bois communément utilisé dans la construction résidentielle, c'est-à-dire le bois de type SPF numéro 1, est égal à 8,5 GPa. On a cette information-là dans le tableau 2.8 des notes de cours. Donc, à partir de ça, on va trouver que la contrainte critique du poteau va être égale à sigma critique égale à pi carré fois E divisé par KL sur R au carré. Donc, on va avoir pi carré fois, on va exprimer ici la contrainte en MPa, newton par millimètre carré. Donc, on va avoir pi carré fois 8500 newton par millimètre carré divisé par 103,4 au carré, ce qui nous donne une contrainte critique de 7,85 newton par millimètre carré, ou si vous préférez 7,85 mégapascal. Cette valeur est très légèrement inférieure à la contrainte admissible du bois en compression, qui est égale à 7,9 MPa selon le tableau 2.8 des notes de cours. Cela signifie que le poteau est tout près du seuil de démarcation entre les poteaux courts et les poteaux longs. La charge critique de rupture va être donnée par l'expression suivante. P critique est égal à phi fois A fois la contrainte critique, donc c'est égal à 0,9, le coefficient de tenue pour le bois, fois 3382 mm², l'aire de section du colombage, fois 7,85 Newton par mm², la contrainte admissible du bois. Donc ça va vous donner 23 900 Newton, ou si vous préférez 23,9 kN. Cela signifie que chacun des colombages du mur peut supporter une charge de compression de 23,9 kN, ce qui représente un poids d'environ 2400 kg. Maintenant que nous avons décrit le comportement des poteaux sous l'effet d'une charge de compression, passons à la méthode de dimensionnement. Le dimensionnement désigne, comme nous l'avons déjà mentionné, la démarche qui consiste à choisir un profilé capable de supporter les charges externes auxquelles il est exposé. Cette démarche comprend deux étapes. La première étape
consiste au calcul de la charge de compression imposée au poteau par l'application des charges totales majorées, PF. Et la deuxième étape consiste à choisir un profilé qui possède une résistance à la compression, PR, qui est supérieure ou égale à la charge appliquée, PF. Contrairement aux poutres, on n'a pas à se soucier des déformations, car pour les éléments comprimés, ces déformations sont généralement très faibles et peuvent facilement être négligées. Les profilés en forme de I, c'est-à-dire les profilés de type W ou WWF, sont les plus utilisés comme poteaux dans les charpentes métalliques. Contrairement aux poutres qui sont plus hautes que larges, les poteaux en acier sont carrés et généralement leurs parois aussi sont beaucoup plus épaisses. C'est ce qu'on a représenté ici schématiquement à droite. On a représenté une poutre qui est plus haute que large avec des parois très minces. On a représenté un poteau qui est carré avec des parois plus épaisses. On va aussi utiliser des profilés tubulaires, des profilés type HSS comme poteau, mais généralement, lorsqu'on va utiliser des profilés tubulaires, ça va être pour des raisons esthétiques. Dans le cas des poteaux en bois aussi, on va généralement utiliser des poteaux qui sont carrés ou presque carrés. Pour choisir un poteau, à partir des tableaux de sélection, il suffit de connaître leur longueur effective, la valeur de LE qui est égale à KL, et la charge maximale qu'ils doivent supporter. Nous avons reproduit ici à l'écran un exemple de tableau qui sert à la sélection des poteaux en acier. Donc, dans ces tableaux, dans la partie du haut, on a la désignation du tableau. Donc, chaque colonne du tableau va correspondre à un profilé. Donc ici, on a le profilé W200 par 42 qu'on a identifié en rouge. On aurait les autres profilés, là, W200 par 46, W200 par 36, W200 par 31 et W200 par 27 qui sont dans d'autres colonnes. Dans la partie basse du tableau, on a encadré ici en bleu la désignation du profilé dans le système impérial. Donc le profilé de 200 par 46 dans le système d'unité impériale va être désigné comme étant un poteau de W8 par 28. Dans la partie supérieure du tableau, on va avoir directement la résistance du poteau selon son axe faible, c'est-à-dire la valeur de PR indice Y. Les tableaux nous donnent la résistance du poteau selon son axe faible parce que dans la majorité des cas, les conditions de retenue sont les mêmes selon les deux axes perpendiculaires et donc le poteau va flamber selon son axe faible. C'est le cas le plus courant. Dans la partie inférieure, ici, la partie qui est représentée en vert dans le bas du tableau, on a d'une part les propriétés géométriques du profilé. On voit par exemple sa largeur D, sa largeur B, sa hauteur D, l'épaisseur des LT, l'épaisseur de l'arme W. On a l'aire de section, on a le rayon de gyration et on a le ratio entre le rayon de gyration selon l'axe A et selon l'axe Z. Donc en bas, aussi dans l'encadré en rouge, on a également la résistance à la flexion du profilé. Donc on a la valeur de MR selon l'axe A, c'est-à-dire MRX, et MR selon l'axe Z, MRY. Pour sélectionner un profilé en acier, on va donc entrer dans le tableau avec la valeur de KL qu'on a calculé précédemment et on va se déplacer horizontalement pour trouver la valeur de PR et arrêter notre choix sur un profilé qui va faire en sorte que PR est plus grand ou égal à PF. Par exemple, si KL est égal à 4 mètres et que PF est égal à 600 kN, on va rentrer dans la ligne qui correspond à 4000 mm de KL. Et quand on va se déplacer sur la ligne horizontale, on va se déplacer de droite vers la gauche. Donc, on a le W200 par 27 qui a une résistance de 312 kN, c'est insuffisant. On va se déplacer à droite, on a le W200 par 31 qui a une résistance de 384 kN, c'est insuffisant. On va encore se déplacer vers la droite et on va trouver le profilé de W200 par 36 qui a une résistance de 629 kN, donc qui est supérieur à PF. C'est le poteau qu'on va choisir. Dans la sélection des poteaux en acier aussi, il existe plusieurs choix possibles. Donc, contrairement à ce qu'on faisait pour les poutres, où on allait choisir directement le profilé qui était plus performant, dans le cas des poteaux, on peut comparer différents profilés. Donc, d'autres choix possibles, si on allait consulter d'autres tableaux de sélection, on s'apercevrait par exemple que pour cet exemple-là, avec une valeur de KL est égale à 4 mètres,
On aurait pu choisir aussi un profilé W150 par 37 qui nous aurait donné une valeur de PR est égale à 602 kN ou un profilé W250 par 49 avec une valeur de PR est égale à 1080 kN. Si on n'a pas de contraintes particulières, généralement on va choisir le profilé qui est le plus léger, donc le plus économique. Donc entre le profilé W150 par 37, le W200 par 36 et le W250 par 49, le plus léger est le W200 par 36. Donc c'est le profilé qu'on choisirait. Par contre, si on avait des contraintes, si par exemple on était limité pour la dimension du poteau, on pourrait très bien choisir le W150 par 37 qui de toute façon dans ce cas-là est à peine plus lourd que le W200 par 36. Comme je l'ai déjà mentionné, les tableaux de sélection des poteaux donnent la résistance du poteau selon son axe faible, car c'est la situation que l'on retrouve le plus fréquemment. Malgré tout, on peut connaître la résistance du poteau selon l'axe fort en utilisant le tableau, à condition à ce moment-là d'utiliser une longueur équivalente qui va être égale, une longueur équivalente LE, qui va être égale à KLX divisé par le ratio de RX sur RY. La valeur de RX sur RY est donnée dans le bas du tableau, comme on voit ici dans l'encadré en rouge. Par exemple, si on reprend l'exemple que l'on a donné précédemment pour le profilé de 200 par 36, si ce profilé-là possède un élancement de valeur de KL égale à 4 mètres selon son axe faible, on va aller dans le tableau comme on l'a fait précédemment, sur la colonne de 4 mètres et on va trouver dans la colonne vis-à-vis le W200 par 36 que la résistance au poteau, selon la résistance en compression du poteau selon l'axe faible, PRY, est égale à 629 kN. Si maintenant on voulait connaître la résistance à la compression du même profilé, mais selon son axe fort, on va calculer une longueur équivalente. Donc la longueur équivalente, ça va être égal à K fois Lx, la longueur de flambement selon l'axe fort, divisé par le ratio Rx sur Ry. Donc dans ce cas-là, KL est égal à 4000 mm, comme précédemment, mais on divise ça par la valeur de Rx sur Ry qu'on trouve en bas du tableau qui est égale à 2,12. Donc ça va nous donner une longueur équivalente de 1887 mm. En arrondissant, on peut dire que la longueur équivalente est égale à 2 mètres. Donc, dans le tableau, on va rentrer sur la ligne de KL égale à 2 mètres. Et à ce moment-là, on va trouver la valeur, la résistance en compression du poteau selon son axe fort. Donc, selon son axe fort, le poteau va avoir une résistance à la compression de 1172 kN. On a reproduit ici un exemple de tableau de sélection pour les poteaux en bois lamelé collé. Donc, on voit que dans ce cas-là, les tableaux se présentent sous une forme comparable et que la démarche de sélection va être exactement la même. Maintenant, si on veut concevoir un poteau sur mesure, un profilé sur mesure qui travaille en compression, on va utiliser la feuille Excel qui est prévue à cet effet, qui est disponible sur le site de cours. Donc, comme précédemment, comme on a vu pour le choix d'un profilé sur mesure pour les poutres, le fichier Excel contient plusieurs feuilles de calcul qui sont indiquées dans le bas du tableau qu'on voit ici dans l'encadré. Donc, il y a 4 feuilles qui sont identifiées en rouge et qui sont dédiées à l'acier. Donc, dans ce cas-là, on va avoir des profils en forme de I, des HSS rectangulaires, des HSS circulaires et des profils en forme de C. Et il y a 2 feuilles qui sont identifiées en jaune qui vont être dédiées au bois. Donc, on va avoir 2 types de profilés, des profilés rectangulaires et des profilés circulaires. Donc, comme dans le cas des feuilles Excel prévues pour le dimensionnement des poutres sur mesure, ici, toutes les données que l'utilisateur doit entrer sont représentées par les cases jaunes. Donc, dans les cases jaunes, on va rentrer les propriétés géométriques du profilé. Donc, dans ce cas, la valeur de B, de H, de T et de E. On a le petit dessin à droite de l'écran qui nous indique à quoi correspondent ces valeurs. Ensuite, on va rentrer la géométrie du poteau, c'est-à-dire on va rentrer la valeur de Kx, de Lx, de Ky et de Ly. Et enfin, on va rentrer en bas les propriétés géométriques du matériau, c'est-à-dire la contrainte admissible en compression, Fc, et le module élastique E.
À partir des données qui ont été entrées sur la feuille de calcul, la feuille va calculer la valeur de la résistance à compression selon l'axe fort, PR indice X, et selon l'axe faible, PR indice Y, qui apparaissent dans les cases identifiées en rouge là, qui sont encadrées ici à l'écran. Donc, on a directement la valeur de résistance selon les deux axes principaux. Mentionnons aussi que le tableau en bas à droite de la feuille nous fournit également les propriétés géométriques du profilé, c'est-à-dire son aire de section, son moment d'inertie et son rayon de gyration selon l'axe fort, ainsi que son moment d'inertie et son rayon de gyration selon l'axe faible. Nous allons maintenant donner 3 exemples de dimensionnement d'un élément comprimé. Pour le premier exemple, on reprend le petit bâtiment qu'on avait traité dans un podcast précédent consacré au dimensionnement des poutres. Donc, la trame structurelle du bâtiment est illustrée à l'écran. On a un bâtiment qui est construit sur une trame structurelle de 7,5 mètres par 9 mètres. On a des poutrelles espacées à 2,5 mètres qui reposent sur des poutres qui elles-mêmes sont attachées à des poteaux. On va considérer que le bâtiment fait 4 étages de haut, c'est-à-dire 3 planchers plus le toit, qu'il est construit à Québec et que la hauteur d'un étage est égale à 3,5 mètres. On connaît déjà la charge morte, on l'a évaluée dans l'exemple précédent. On avait une charge morte de 4,32 kN par mètre carré. La charge d'utilisation est égale à 3,6 kN par mètre carré. Et la charge totale majorée sur les planchers était égale à 10,8 kN par mètre carré. On va faire l'hypothèse que la charge morte du toit est égale à celle des planchers. Donc, on va considérer une charge morte pour le toit de 4,32 kN par mètre carré. Le poids de la neige constitue la charge vive sur le toit. Donc, pour Québec, cette charge est évaluée à 3,8 kN par mètre carré. On pourrait trouver cette valeur-là en consultant le tableau 2,5 des pages de cours, des notes de cours. Le bâtiment est construit, comme je le mentionnais, sur une trame rectangulaire de 7,5 par 9 mètres, ce qui signifie que les poteaux centraux supportent chacun une aire tributaire de 67,5 m², c'est-à-dire 7,5 mètres multiplié par 9 mètres à chacun des planchers. On peut calculer facilement la charge morte totale, P indice D, qui va être supportée par chacun des poteaux. Donc, pour chacun des poteaux centraux, on va voir que PD est égal à 4,32 kN par mètre carré, fois 67,5 m² par plancher, fois 4 planchers, les 3 planchers plus la toiture. Donc, ça va nous donner une charge morte totale de 1166 kN. La charge vive sur le toit, elle, va être égale à 3,8 kN par mètre carré, fois 67,5 m², donc ça va nous donner 257 kN, ce qui correspond au poids de la neige que le poteau doit supporter. La charge vive sur chacun des planchers va être donnée par 3,6 kN par mètre², fois l'aire tributaire d'un plancher, c'est-à-dire 67,5 m², ce qui va nous donner une charge vive de 243 kN pour chacun des planchers. La surface totale des planchers supportés par le poteau A, donc le poteau supporte 3 planchers plus la toiture, donc si on prend uniquement les planchers, la surface totale de plancher supportée par le poteau va être égale à 67,5 m² par plancher fois 3 planchers, donc 203 m². La charge vive sur chacun des planchers est la charge d'utilisation et cette charge correspond au poids des occupants du bâtiment. Sur de petites surfaces de plancher, il se peut que cette surface soit sollicitée par la charge maximale qui est égale à 360 kg par m² pour cet exemple. En revanche, plus la surface totale des planchers est grande, moins il est probable qu'elle soit entièrement sollicitée par la charge maximale prescrite par le Code national du bâtiment. Pour éviter de surévaluer inutilement la charge vive supportée par les poteaux, le CNB prévoit alors d'appliquer un facteur de réduction à la charge vive totale. Pour un laboratoire, ce facteur de réduction FR s'exprime comme suit. On a que FR est égal à 0,3 plus la racine carrée de 9,8 divisé par A, où A représente la surface totale de plancher. Donc, pour notre exemple ici, on a que FR est égal à 0,3 plus la racine carrée de 9,8 divisé par 203 m². Donc, ça nous donne un facteur de réduction de 0,52. Cela signifie en fait que pour le dimensionnement des poteaux, nous considérons que l'ensemble de la surface des planchers
est sollicité à 52 % de la charge maximale prescrite par le Code national du bâtiment. Ce facteur de réduction ne s'applique pas à la charge de neige sur le toit, car contrairement à la charge d'utilisation, il est tout à fait possible que la charge de neige soit maximale sur toute la surface du toit, même si le toit est très grand. La charge vive totale PL va donc être égale à la charge vive sur le toit, plus la charge vive sur les planchers majorée par le facteur de réduction. Donc, c'est égal à 257 kN, c'est-à-dire le poids de la neige sur le toit, plus la charge vive sur les planchers, 3,6 kN par mètre carré, fois une surface totale de 203 mètres carrés, fois le facteur de réduction de 0,52. Donc, ça nous donne au total une valeur d'une charge vive P indice L de 380 kN. On peut maintenant calculer la charge totale majorée. La charge totale majorée est obtenue en faisant 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, on a 1,25 fois 166 kN plus 1,5 fois 380 kN qui nous donne une charge totale majorée de 2028 kN. Si on considère que le bâtiment est contreventé de façon à prévenir les déplacements latéraux et que les assemblages sont rotulés, c'est le cas le plus courant qu'on observe là, dans les charpentes en acier, on trouve que KL est égal à 1, dans ce cas-là, la valeur de K est égale à 1, c'est le cas standard, fois la hauteur d'un étage, fois 3,5 mètres, donc KL est égal à 3,5 mètres. En consultant les tableaux de sélection avec une valeur de KL de 3500 mm, on trouve que les trois profilés suivants seraient de bons choix. On a le profilé W200 par 86 qui a une résistance à compression de 2334 kN. On a le profilé W250 par 73 qui a une résistance à compression de 2254 kN. Et le profilé W310 par 79 qui a une résistance à compression de 2416 kN. Donc, dans les trois cas, la résistance à compression est supérieure à la charge totale majorée. En l'absence d'exigences particulières, on choisira le profilé le plus économique, c'est-à-dire le profilé le plus léger. Dans ce cas-là, ça va être le profilé W250 par 73. Si on préfère utiliser un poteau en bois lamelé collé, on va consulter les tables de dimensionnement des poteaux lamelé collés. Et toujours avec la même démarche, cela va nous amener à choisir un profilé en bois lamelé collé de 365 par 418 mm. La figure ci-dessous compare la géométrie des deux profilés sélectionnés ainsi que leur poids linéaire. On constate que le poteau en bois lamelé collé est plus volumineux que le poteau en acier, qu'il est légèrement plus lourd également. Donc, on a une bonne idée ici des deux profilés. On voit que le profilé en acier, comme on le mentionnait précédemment, il est carré ou presque carré. Et on constate aussi que les parois sont plus épaisses si on les compare aux profilés standards qui sont utilisés pour les poutres. Passons maintenant au second exemple. Un promoteur souhaite construire à Halifax un quai en bois de 4 mètres de largeur qui repose sur une série de poteaux espacés à intervalles de 5 mètres et enfoncés par pilonnage au fond de l'océan. La hauteur des poteaux varie avec le profil du sol, mais au plus profond, elle n'excède pas 6,5 mètres. En guise de poteau, on choisit d'utiliser des profilés circulaires obtenus en éclaircissant des troncs d'arbres pour n'en conserver que le cœur, un peu à la façon de ce qu'on fait là, avec les poteaux de téléphone. La fiche technique du producteur de bois nous donne les propriétés mécaniques du bois utilisé, à savoir un module élastique de 10,5 GPa, une résistance à la flexion de 13 MPa, une résistance à la compression de 11 MPa et une résistance à l'effort tranchant de 1 MPa. Quel devrait être le diamètre minimal des poteaux pour supporter les charges qui leur sont imposées? Tout d'abord, calculons l'aire tributaire supporté par un poteau. Cette aire tributaire-là est égale à 2 mètres, la demi-largeur du quai, fois 5 mètres l'espacement entre les poteaux. Donc, ça nous donne une aire tributaire de 10 mètres au carré. On connaît la charge morte et il nous faut évaluer la charge vive. Le tableau 2.4 à les notes de cours nous indique que pour une passerelle, la charge d'utilisation est égale à 4,8 kN par mètre carré. Le tableau 2.5 des mêmes notes de cours nous indique pour sa part que la charge de neige au sol à Halifax est égale à 2,2 kN par mètre carré.
La charge d'utilisation correspond à une situation où le quai serait envahi par une foule très compacte de promeneurs. En revanche, la charge de neige correspond à une situation où le quai serait recouvert par une épaisse couche de neige. Comme il n'est pas possible que ces deux situations surviennent simultanément, ou bien le quai est plein de piétons, ou bien il est plein de neige, on choisira la situation qui nous donnera la charge la plus élevée. Dans le présent exemple, la charge d'utilisation est plus élevée que la charge de neige, donc on prendra en compte dans les calculs une charge vive WL qui est égale à 4,8 kN par mètre carré. La charge maximale qu'un poteau devra supporter est donnée par l'expression suivante. On a que PF est égal à 1,25 fois PD plus 1,5 fois PL fois l'air tributaire. Donc, ça nous donne que PF est égal à 1,25 fois 0,8 kN par mètre carré, la charge morte, plus 1,5 fois 4,8 kN par mètre carré, la charge vive, fois l'air tributaire, 10 mètres carrés, ce qui nous donne une charge maximale de 82 kN. La hauteur maximale des poteaux est égale à 6,5 mètres. Ces poteaux sont encastrés à leur base et leur sommet est libre de se déplacer latéralement, comme on a illustré ici sur l'image en bas à droite de l'écran, ce qui correspond à un coefficient de retenue K égale à 2. Il n'existe pas de tableau de sélection de profilés pour ce type de profilé-là. Ce n'est pas un profilé standard en bois lamelé collé, mais on peut utiliser le fichier Excel prévu pour concevoir des profilés sur mesure pour dimensionner notre poteau. Nous avons reproduit ici en bas à l'écran la feuille Excel prévue pour la conception de poteaux sur mesure. Donc, en entrant les données dans la feuille Excel, dans les espaces jaunes, et en faisant varier la valeur du diamètre du poteau D, on va arrêter notre choix finalement sur un profilé de 250 mm de diamètre. Donc, pour ce profilé, si on regarde les cases en jaune, on a un diamètre qui est égal à 250 mm, on a une valeur de Kx et de Ky qui est égale à 2 mètres, on a une valeur de Lx qui est égale à Ly qui est égale à 6 mètres et on a les propriétés du bois, c'est-à-dire la résistance en compression FC de 11 MPa et le module élastique de 10,5 GPa. À droite, on a la résistance en compression du poteau dans le tableau en haut à droite. Donc, on a que la résistance en compression du poteau selon l'axe fort est égale à la résistance selon l'axe faible et qu'elle est égale à 92 kN. Dans ce cas, puisque 92 kN est supérieur à l'effort maximal appliqué, qui était de 82 kN, notre profilé est adéquat. Donc, pour construire notre quai, on pourrait choisir des profilés en bois de 250 mm de diamètre. Cela nous amène à notre troisième et dernier exemple. Pour abriter des salles de cinéma, un architecte choisit de construire une charpente en acier sur une trame structurelle rectangulaire de 5 mètres par 15 mètres. Il choisit un pontage de plancher très courant constitué d'un platelage métallique recouvert d'une dalle de béton de 100 mm d'épaisseur. Ce pontage est déposé sur une série de poutres en forme de I qui sont espacées à intervalles réguliers de 3 mètres. Ces poutres sont elles-mêmes supportées par des treillis en acier de 15 mètres de portée et de 1,5 mètres de hauteur qui ramènent les charges au poteau. On a en bas à droite de l'écran une illustration qui nous montre là, notre charpente. Le treillis est fabriqué avec des profilés HSS. La question est de savoir quel profilé devrait-on utiliser pour construire la membrure supérieure du treillis. Comme toujours, la première étape consiste à calculer les charges qui sollicitent la structure. La charge morte inclut le poids du plancher, qu'on va désigner sous le symbole W indice PL, le poids des sièges, W indice siège, le poids des équipements mécaniques, WMEC, ainsi que le poids de la charpente métallique, W charpente. Le poids du plancher est égal à 2 kN par mètre carré. On peut trouver cette valeur-là au tableau 2.2 des notes de cours. Le poids des sièges constitue une charge morte car ils sont fixés au plancher, ils sont inamovibles. Si on pouvait les déplacer, comme dans une salle de classe par exemple, ils ne seraient pas considérés comme une charge morte, mais plutôt comme une charge vive. On pourra obtenir le poids des sièges à partir de la fiche technique du fabricant et pour les besoins de l'exercice, nous l'estimons à environ 0,5 kN par mètre carré, c'est-à-dire environ 50 kg par mètre carré. Le poids des éléments mécaniques est évalué à environ 0,5 kN par mètre carré.
On peut trouver cette estimation-là aussi à partir du tableau 2.3 des notes de cours. Habituellement, on néglige le poids de la charpente métallique, mais dans ce cas-ci, étant donné les grandes portées de la trame structurale, le poids des poutres et surtout le poids des treillis va être plus important. Donc, à défaut d'une estimation plus précise, nous estimerons que le poids de la charpente est approximativement égal à 0,2 kN par mètre carré, ce qui fait en sorte que notre charge morte est égale à W PL plus W siège plus W mécanique plus W charpente. Donc, c'est égal à 2 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,2. Donc, notre charge morte totale est égale à 3,2 kN par mètre carré. Une salle de cinéma entre dans la catégorie des salles de spectacle pour lesquelles le code national du bâtiment prescrit une charge d'utilisation de 2,4 kN par mètre carré. On pourrait trouver cette valeur-là au tableau 2.4 des notes de cours. La charge totale majorée supportée par le plancher est donc égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, on a 1,25 fois 3,2 kN par mètre carré plus 1,5 fois 2,4 kN par mètre carré, ce qui nous donne une charge totale majorée de 7,6 kN par mètre carré. Chaque nœud du treillis est situé dans l'axe des poutres et supporte une charge concentrée, qu'on va appeler P indice nœud, qui est égale à la réaction d'appui des poutres qu'il supporte. Cette charge est égale à la charge totale majorée, WF qu'on vient de calculer, multipliée par l'aire tributaire des poutres. Donc, on a la charge concentrée sur un nœud qui est égale à 7,6 kN par mètre carré fois l'aire tributaire d'une poutre, c'est-à-dire 2,5 mètres de largeur fois 5 mètres de longueur. Donc, ça nous donne une charge totale de 95 kN. La réaction d'appui du treillis qui est transmise au poteau va être égale à 95 kN par nœud fois 6 nœuds divisé par 2. Donc, ça nous donne une réaction d'appui de 285 kN. Pour calculer la force de compression maximale dans la membrure supérieure du treillis, on coupe le treillis sur un plan vertical passant par le panneau central, c'est-à-dire l'endroit où le moment fléchissant est le plus grand, et on trace le diagramme de corps libre, la section tronquée du treillis, en indiquant les efforts internes dans les mesures tronquées. C'est ce qu'on a représenté ici à l'écran, en haut à droite. Donc, dans ce cas-là, on a nos charges concentrées de 95 kN qui s'appliquent au nœud du treillis, et à l'extrémité, on a une demi-charge, on a 47,5 kN, et notre réaction d'appui de 285 kN. En coupant notre treillis, on a, sur notre section tronquée, on a les efforts dans 3 membrures. On a un effort de compression dans la membrure supérieure qui est représenté ici par la force C, un effort de tension dans la membrure inférieure qui est représenté par la force T, et on a un effort de compression dans la membrure diagonale qui est représenté par la force D. Pour connaître l'effort de compression de la membrure supérieure du treillis, c'est-à-dire la force C, il suffit de calculer la somme des moments par rapport au point A, puisque à ce point, les efforts inconnus D et T possèdent une excentricité nulle et donc n'interviennent pas dans le calcul. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point A, on va avoir la force de 285 kN, notre réaction d'appui, fois son bras de levier, fois 6,25 mètres, qui va créer un mouvement de rotation dans le sens horaire. Donc, selon la convention de signe qu'on a adoptée précédemment, va nous donner un moment négatif. Ensuite, on a la force qui est appliquée au nœud au-dessus de l'appui de 47,5 kN, fois son bras de levier de 6,25 mètres également, qui va provoquer une rotation dans la direction anti-horaire, donc un moment positif. On a notre force concentrée sur le nœud de 95 kN, fois son bras de levier de 3,75 mètres, qui nous crée également un moment positif, c'est-à-dire une rotation dans le sens anti-horaire. Et la dernière charge externe de 95 kN sur le nœud à droite complètement du treillis, fois son bras de levier de 1,5 mètres, qui nous donne un moment aussi positif. À ça, on va additionner la force C, fois son bras de levier de 1,5 mètres, qui crée une rotation dans le sens anti-horaire par rapport à A, donc qui nous donne également un moment positif. Comme je l'ai mentionné, les forces D et T ont
ont un bras de levier nul par rapport au point A, donc ils n'interviennent pas dans le calcul. Donc si je fais la sommation de toutes ces composantes-là, ça doit être égal à 0. En isolant C dans cette équation, je vais trouver que C est égal à 673 kN. Donc la membrure supérieure de mon treillis est sollicitée par une force de compression de 673 kN. Avant de choisir un profilé, on doit évaluer la longueur de flambement de la membrure. On constate que les conditions de retenue ne sont pas les mêmes selon les axes vertical et horizontal. C'est ce qu'on a illustré dans les deux figures en bas à gauche de l'écran. En fait, le déplacement vertical du profilé est empêché par chacune des membrures verticales du treillis, de sorte que la longueur de flambement selon cet axe est égale à 1,25 m, c'est-à-dire l'espacement entre les membrures verticales. En revanche, dans l'axe horizontal, le profilé n'est retenu que par les poutres transversales, ce qui donne une longueur de flambement de 2,5 m, c'est-à-dire l'espacement entre les poutres transversales. Les lignes pointillées sur les deux membrures en bas à gauche illustrent la déformation de la membrure comprimée. On considère que la membrure peut pivoter librement au niveau des points d'appui, de sorte que le coefficient de retenue, K, va être égal à 1 selon les deux axes. Comme la longueur effective de flambement KL est différente selon les deux axes, on a intérêt à choisir un profilé rectangulaire dont l'axe fort est orienté parallèlement au plan horizontal, comme nous l'avons illustré ici dans la figure en bas à droite de l'écran. La longueur de flambement selon les deux axes du profilé est donc donnée par les valeurs suivantes. Dans le cas de l'axe fort, on a KLX est égal à 2,5 m et dans le cas de l'axe faible, on a KLY est égal à 1,25 m. Les tableaux de sélection des profilés sont conçus pour donner la résistance selon l'axe faible. Donc, on a reproduit ici en bas de l'écran le tableau de sélection qu'on a utilisé pour choisir un profilé. Donc, on entre dans ce tableau-là avec une valeur de KLY qui est égale à 1250 mm et on va sélectionner le profilé HSS 127 par 76,8 en trouvant par interpolation entre KL est égal à 1000 et KL est égal à 1500. Si on fait une interpolation linéaire, on va trouver que PRY va être égal à 816 kN plus 708 kN divisé par 2. Donc, ça va nous donner une valeur de PR de 762 kN qu'on trouve dans le tableau de sélection. Cette valeur-là est supérieure à la valeur de PF de 673 kN. Donc, ça signifie que le choix du profilé est adéquat pour avoir une résistance suffisante selon l'axe faible du profilé. Maintenant, pour trouver la résistance du profilé HSS 127 par 76,8 selon son axe fort à partir du tableau de sélection, on va d'abord calculer une longueur équivalente LE qui est égale à KLX divisé par le ratio entre RX et RY, les deux rayons de gyration dans les deux axes principaux. Donc, ça nous donne 2500 mm divisé par 1,5, la valeur de RX sur RY. Cette valeur-là se trouve là dans le bas du tableau. On l'a encadré en rouge ici à l'écran dans le tableau de sélection. Donc, ça va me donner une longueur équivalente de 1667 mm. Pour le profilé HSS 127 par 76,8, donc le tableau de sélection nous donne par interpolation, on va interpoler entre 1500 puis 2000 mm. Donc, on va être entre 581 et 708 kN. Donc, si on fait l'interpolation, c'est ce qu'on a ici. Là. On a que PRX va être égal à 708 moins, entre parenthèses, 167 moins 1500 divisé par 500 mm fois 708 moins 581 kN. Donc, ça va nous donner 666 kN. 666 kN, c'est approximativement égal à la valeur de PF qui est égale à 673 kN. Dans ce cas-là, on est légèrement inférieur, on est inférieur d'environ 1%, mais on va considérer que c'est suffisant si on a 99% de la résistance souhaitée. On va considérer que c'est raisonnable. Donc, ça signifie que le choix du profilé HSS par 127 par 76,8 est adéquat parce qu'il a une résistance en compression suffisante selon les deux principaux axes orthogonaux. En plus de conclure que le choix du profilé HSS 127 par 76 par 8 est approprié, on constate qu'en cas de défaillance, la rupture surviendrait par flambement selon l'axe faible du profilé, c'est-à-dire le plan vertical du treillis,
puisque la valeur de PRY est inférieure à la valeur de PRX. Maintenant, si on veut calculer les déformations de ce treillis, on devrait utiliser un logiciel spécialisé. On pourrait cependant approximer cette déformation-là en assimilant le treillis à une poutre qui supporte une charge uniformément répartie. Dans ce cas, la charge vive non majorée, uniformément répartie, qui serait supportée par le treillis, serait égale à 2,4 kN par mètre carré fois 5 mètres, la largeur tributaire. Donc, ça nous donnerait une charge de 12 kN par mètre. La flèche maximale au centre de la poutre, pour une poutre simplement appuyée qui supporte une charge uniformément répartie, on a vu précédemment que c'était égal à 5 WL fois L exposant 4 sur 384 I. Donc, pour calculer la flèche maximale, il nous manque la valeur du moment d'inertie. On a précisé dans les notes de cours que le moment d'inertie, en fait, si on décompose notre poutre en plusieurs petits éléments élémentaires, le moment d'inertie est égal à la sommation de l'aire de chacun de ces petits composantes élémentaires-là, fois y au carré, où y est la distance entre le centre du petit élément élémentaire et le centre de gravité de la section. Donc, pour notre cas, on a en bas à droite de l'écran, on a la coupe de notre treillis. Donc, si on fait abstraction des verticales et des diagonales, on a deux profilés HSS 127 par 76,8 qui constituent l'aile supérieure et l'aile inférieure du treillis. Donc, notre treillis est constitué de deux composantes élémentaires, là, qui sont ces profilés-là. Donc, chaque profilé a une aire de section de 2820 mm². Ça aussi, ça nous est donné dans le tableau de sélection. Et on a ici la distance. Dans ce cas-là, comme notre treillis symétrique, l'axe neutre est situé à mi-hauteur du treillis. Et on a représenté ici la distance là, entre l'axe neutre et le centre de chacun de nos profilés horizontaux. Donc, cette distance-là est égale à 686 mm. Si on veut calculer le moment d'inertie de notre poutre, maintenant, la contribution de chacun des profilés HSS à l'inertie est égale à son aire de section fois son bras de levier au carré. Donc, c'est égal à 2820 mm² fois 686 mm au carré. Et on multiplie par 2 parce qu'on a deux HSS et chacun de ces HSS-là apporte cette contribution-là. Donc, ça nous donne au total un moment d'inertie de 2654 fois 10 à la 6 mm². La flèche admissible qui est définie par le Code national du bâtiment, on est dans le cas standard d'un plancher qui ne supporte pas d'éléments sensibles. Donc la flèche admissible est égale à L sur 240, c'est-à-dire 15 000 mm, la portée de notre treillis sur 240, ce qui nous donne une flèche admissible de 62,5 mm. Ici, on calcule maintenant la flèche maximale que subit notre treillis. On va voir que cette flèche maximale-là est égale à 5 WL4 sur 384 I. Donc 5 fois 12 Newton par millimètre fois 15 000 mm exposant 4 divisé par 384 divisé par 200 000 Newton par millimètre carré, le module élastique de l'acier, et divisé par le moment d'inertie de notre section, 2654 fois 10 à la 6 mm². Tout ça va nous donner une flèche maximale de 14,9 mm. On s'aperçoit que cette flèche-là est largement inférieure à la flèche admissible. Donc, ça confirme que le choix de notre profilé HSS 127 par 76,8 est adéquat. Donc, ça termine cette présentation et ce que je vais vous dire sur le comportement et le dimensionnement des poteaux. Je vous remercie pour votre attention.